Quel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver ce matin encore au bureau du prof, votre émission éducative qui vous offre la possibilité de plonger dans les réalités de l'école de la République. Et que vous soyez enseignant, élève, encadrant ou tout simplement passionné de l'éducation, sachez tout simplement que cette émission, elle est conçue pour vous, elle est faite pour vous. Et pour nous suivre, vous n'avez qu'à capter la fréquence 89.5, la radio bien entendu, ou en tout cas canal sur notre chaîne canal 410, ou encore nous suivre via la page Facebook du dit média, le média du développement par essence et par excellence, Kavi Média. Encore une fois, installez-vous confortablement pour savourer aujourd'hui encore un autre numéro du bureau du prof. Alors, comme tous les matins, je suis avec mes chroniqueurs, mais aussi un autre invité. On va se transporter aujourd'hui dans le domaine franco-arabe, qui est aussi un domaine qui relève bien évidemment du système éducatif, même si à un moment donné, il était relégué, pour ne pas dire au second plan, en tout cas pas au dernier plan, mais au second plan. Mais aujourd'hui, des combats, des luttes sont en train d'être menés par un syndicat très vaillant et qui est d'ailleurs dirigé par Dr Mansari, que nous saluons en passant, un homme très aguerri qui se bat pour redorer aujourd'hui le blason et donner une place de choix à l'enseignement franco-arabe en République de Guinée. Alors, Monsieur Cabinet, mon chroniqueur rebelle. Non mais bonjour. Non mais bonjour. Moi je vous ai toujours dit que je ne voudrais pas qu'on m'appelle messieurs. Je ne suis le sieur de personne. Alors ce matin, oui. Un bonjour spécial donc aux populations du Breka et du Koya et plus singulièrement aux populations de Manéa. Une pensée pieuse donc aux victimes et aux familles de victimes. Oui. Vous savez, cet éboulement qui est arrivé la nuit dernière a donc fait des victimes. Oui. Et vraiment nous invitons tous à la solidarité, pas que la solidarité morale mais aussi matérielle, financière, vraiment pour que ces personnes-là soient vraiment soutenues en réalité. Et ce jour, un autre bonjour à la technique, à la régie. Tout à fait. Vous savez, le ce sont les hommes de l'ombre très inspirés. Si on nous voit à la télé, c'est grâce à eux, il faut les saluer. Le décor a changé grâce à M. Wamouno, grâce à Sorokan de Kouari, grâce à Kaba, grâce à cette autre demoiselle en lunettes, évidemment. Donc vraiment un bonjour spécial à la régie, à la technique. Ils ne sont pas souvent vus, mais c'est grâce à eux tout de même que nous apparaissons très bien sur la lucarne joyeuse. Tout à fait. Et bonjour à notre invité. C'est très bien dit. En tout cas, nous saluons la technique qui fait un excellent boulot. Et il faut, comme vous l'avez dit, saluer vraiment les populations du côté de Manéa suite à ce glissement de terrain. Toute notre compassion, nous exprimons toute notre compassion et par rapport en tout cas au décès survenu, nous prions pour le repos de leur âme. Mais ce qui est aussi choquant dans ça, c'est qu'il y a certains qui sont sur les lieux, leur préoccupation c'est la primeur de l'information. Au lieu de chercher à apporter le premier secours, ils sont là tout simplement pour filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Au lieu de se lancer dans cet exercice-là, mais avant l'arrivée des vrais secouristes, il faut faire ce qu'on appelle le premier secours. Donc évidemment, il faudrait qu'on arrête cela, toujours la quête de la primeur de l'information pendant qu'il y a des gens qui étaient là en train en détresse sous les décombres. Ce n'est pas bien. Alors, nous allons dire bonjour à notre invité du jour, Monsieur Konaté. C'est Monsieur Saïdou Idriss Konaté. Il est le deuxième secrétaire général du syndicat national de l'enseignement franco-arabe en Guinée. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour, Monsieur Barry. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir au bureau du prof et surtout sachez que c'est chez vous et soyez à l'aise. Évidemment. Merci. Alors, Monsieur Cabinet, vous savez, il y a l'autre chroniqueur encore qui est sûrement coincé dans les bouchons de Conakry. Il ne sait pas s'y prendre très tôt comme Cabinet ou comme Monsieur Barry, le professeur. Alors, Cabinet, comme tu le sais déjà, le bureau du prof aussi
ce sont des rubriques, notamment la rubrique Le mot du prof, une rubrique qui vise à renforcer le quotient grammatical, le quotient linguistique de nos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Vous savez, nous sommes dans un pays francophone, donc là, dans les conditions normales, il faudrait que nous nous employions à ce que nous puissions respecter ces règles, ne serait-ce que les règles de la langue française, ne serait-ce qu'à 90%. Surtout à l'écrit, bien entendu, dans la rédaction, hein, parce que quand c'est à l'oral, ben, ça peut arriver à tout le monde, on peut dire le à la place de la sans s'en apercevoir. Mais avec l'écrit, on a tout le temps de se relire et corriger nos imperfections et nos bévues grammaticales. Alors aujourd'hui, on va mettre focus sur quelques verbes un peu compliqués dans la prononciation. Oui, très souvent. Remarque est faite que, vous savez, la langue française, ce ne sont pas que les règles grammaticales, ce ne sont pas que les règles syntaxiques, ce ne sont pas que les règles, disons, orthographiques, mais c'est aussi des règles phonétiques. Et la phonétique, c'est quoi? C'est la façon de prononcer les mots, la bonne prononciation des mots. Alors, nous allons prendre le verbe créer, par exemple. Ben, j'entends souvent des gens dire « je crée ». Non. Là, c'est très mal dit. On ne dit pas je crée, on dit je crée. Je crée. Parce que le second E, il est muet. On ne le prononce pas. Je crée. Voilà, tu crées et non je crée. Je crée mon entreprise et non je crée mon entreprise. Donc, il faut faire très attention. Et il y a une particularité avec ces verbes-là, le verbe créer et tout ce qui en dérive, bien évidemment. C'est, disons, leur participe passé, surtout au féminin. Ils prennent trois fameux cabinets. Quand, par exemple, on dit l'ONU a été créée. Voilà, il y a E accent aigu, encore E accent aigu, E muet. Ça, c'est une particularité avec ces verbes-là et tout. C'est dérivé. C'est comme également le verbe maugréer. Maugréer, c'est le fait de murmurer, par exemple. Donc, il faut faire très attention dans la prononciation de ces verbes. Mesdames et messieurs valeureux et inconditionnels téléspectateurs du média de développement. Alors nous allons mettre un petit focus aussi sur le verbe bénir. Là aussi, le verbe bénir a une spécificité, c'est-à-dire il a deux participes passés, mais nous allons essayer de faire le distinguo. Il faut rappeler que c'est un verbe du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, ce sont bien évidemment des verbes qui sont terminés par IR, mais aussi leur participe présent I-sans. Voilà. Alors, il y a béni avec I tout simplement, participe passé, et le féminin c'est, on met E à la fin. Voilà, quand on dit ce garçon est béni. Voilà, I. Cette femme est bénie. On met E à la fin. Ne dites jamais bénite. Mais quand on dit pain béni, en ce moment, le participe passé là prend T. C'est une particularité en quelque sorte. C'est une spécificité. Voilà, on peut dire par exemple une eau bénite. Et c'est une expression qui revient très souvent dans la chrétienté. Voilà, à l'église on dit à cette eau, elle est bénite. Et pour que tu aies l'onction de tel ou tel, il faudrait que tu la boives. Alors c'est aussi un décryptage concernant ce verbe. Et rapidement, nous allons mettre focus sur une figure de style. Vous savez, on vous l'a dit au bureau du prof aussi, nous épluchons, nous disséquons des figures de style. La langue française, pour la rendre encore plus expressive, plus poignante, plus dynamique, parfois on fait usage des figures de style, des procédés gracieux. Voilà. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la métonymie. La métonymie, c'est quoi? C'est une figure de style qui consiste à désigner le contenu par le contenant. Et beaucoup peuvent l'employer sans même s'en apercevoir. Hein. Tu vas par exemple dans un endroit, tu dis bon, donne-moi un verre. Évidemment, ce n'est pas le verre qui vous intéresse, mais c'est plutôt le contenu du verre. Voilà. Et le contenu peut être de l'eau, du lait, ainsi de suite. Et lorsque vous dites cela, sachez que vous avez affaire, ou en tout cas vous avez fait usage de cette figure de style qu'on appelle la métonymie. Et il y a une autre figure qui est très proche de la métonymie, c'est la synonyme.
synecdoque. La synecdoque, c'est le fait, par exemple, de désigner une partie par le tout. Quand très souvent on dit je demande la main de telle fille, évidemment, ce n'est pas la main de la fille qu'on demande, mais c'est plutôt la fille elle-même. Alors quand on s'exprime comme ça, on a fait usage de cette figure de style qu'on appelle la synecdoque. Ça peut être aussi de cause à effet. Quand on dit ah, il a bu la mort, on ne peut pas boire la mort. La mort est une notion abstraite. Mais quand on le dit, on a fait usage de cette figure de style qu'on appelle la synecdoque. Et rapidement, nous allons terminer avec l'expression du jour qui nous dit ceci: rester motus et bouche cousue. Rester motus et bouche cousue signifie quoi? Rester silencieux face à une situation. Rester discret face à une situation. Par exemple, ce qui s'est passé à Mania, on ne peut pas rester motus et bouche cousue. Il faudrait qu'on en parle, il faudrait que nous compatissions. Alors, mesdames et messieurs, valeureux téléspectateurs du Média du Développement, c'est ce qu'il fallait retenir au compte de ce numéro du jour de la rubrique Le mot du prof. J'espère que vous avez pris bonne note et vous en feriez bon usage. Alors, à présent, nous allons ouvrir la chemise des thèmes, ou en tout cas de la thématique du jour. C'est bien évidemment ce dîner qui a été organisé du côté d'un réceptif hôtelier de la place. Je vais taire le nom de l'hôtel pour ne pas faire une publicité quand même gratuite là, hein, voilà. Et pour en parler, nous avons Monsieur Konaté, qui est le deuxième secrétaire général du syndicat national de l'enseignement franco-arabe en République de Guinée. Alors, l'enseignement franco-arabe en Guinée est un système éducatif reconnu par l'État, créé pour répondre aux aspirations morales et éducatives de la communauté musulmane du pays. Présent depuis belle lurette, ce système allie enseignement des matières classiques avec l'apprentissage de la langue arabe et de l'éducation islamique. Il vise à former des cadres capables de participer activement à la vie sociale et professionnelle du pays. Malgré son importance et sa reconnaissance officielle, l'enseignement franco-arabe en Guinée fait face à des défis majeurs, notamment le manque d'infrastructures, la non-qualification de certains enseignants et un soutien étatique insuffisant. Donc nous allons profiter de cette émission pour évoquer ces questions, mais surtout nous appesantir aussi sur ce dîner qui a été organisé dans un réceptif hôtelier pour célébrer l'excellence, parce que c'est tout à fait normal lorsque des élèves, des candidats on peut quand même se distinguer lors des examens nationaux. Il est tout à fait normal de les célébrer, encourager l'excellence afin d'inciter, d'exhorter aussi les futurs candidats de travailler et bénéficier de la même faveur. Rebonjour, Monsieur Konaté. Bonjour, M. Barry. Bien. Alors, avant de poser une question, en tout cas, ou des questions relatives au dîner, c'est qui, M. Konaté? Rapidement, les auditeurs et les téléspectateurs ont envie de savoir. Ce que je sais, quand même, vous êtes enseignant, vous êtes aussi syndicaliste. Je m'appelle M. Saïd Idrissa Konaté. Enseignant au compte du ministère de l'enseignement pré-universitaire et alphabétisation. Et j'ai passé dans des écoles différentes. Au niveau de Kaloum, j'ai enseigné au collège Satodo franco-arabe, puis au lycée franco-arabe Matam. Et maintenant, je suis à la DCE comme l'assistant du coordinateur. La DCE, quelle DCE? La DCE de Matoto, comme l'assistant du coordinateur franco-arabe. Et aussi en tant que je suis formateur régional au niveau de l'IRE, formateur des formateurs au niveau de l'IRE. Et je suis devant vous dans cette émission, le bureau de prof. Merci, c'est très bien dit, Monsieur Konaté. Et tout récemment, nous avons vu ce dîner qui a été organisé du côté d'un réceptif hôtelier. Mais moi, je voudrais avant cette question. Excusez-moi. Mais vas-y, cabinet. En plus de la présentation que vous avez faite tout à l'heure, disons du profil franco-arabe, qui est un système intégrant du système éducatif guinéen, c'est-à-dire à côté de l'enseignement général. Est-ce que M. Konaté peut brièvement nous donner une autre lecture, disons en complément de ce que vous avez dit, du profil franco-arabe qui est un peu méconnu, n'est-ce pas, du grand public, et qui est un peu stigmatisé aussi.
Merci, M. Keita. Merci de cette question. Réellement, c'est-à-dire, le système franco-arabe est un système comme le système enseignement général. Et il y a une petite différence, une particularité qui est focalisée sur l'enseignement de la langue arabe et aussi l'éducation islamique. C'est-à-dire c'est la seule différence qui se trouve entre, c'est-à-dire l'enseignement général et l'enseignement franco-arabe. Et sinon que l'enseignement franco-arabe est perçu comme l'enseignement général, c'est-à-dire en matière générale, parce que les matières que les élèves de l'enseignement général reçoivent dans leur classe, c'est les mêmes matières que l'enseignement franco-arabe aussi recevons. La différence, c'est la langue et l'éducation islamique. C'est pourquoi il y a de ces départements comme mine et géologie. On a des élèves qui ont fait la science instrumentale, qui sont spécialisés en mine et géologie. On a aussi des élèves qui se sont spécialisés en médecine, tel que mon élève Moussa Koïta. Il est aujourd'hui médecin et militaire. C'est un médecin militaire issu du franco-arabe. Voilà, moi j'ai une petite question sur cette partie. Au niveau des matières, vous dites que pratiquement ils ont les mêmes matières, à part évidemment la langue et puis l'éducation islamique, n'est-ce pas? Voilà, quand on prend par exemple des matières comme la chimie, comme les mathématiques, comme les sciences physiques, est-ce que ces matières sont enseignées en arabe ou en français? Ces matières-là sont enseignées en français. En français. En fait, il y a des matières qui sont enseignées en français. C'est pourquoi on dit franco-arabe. Il y a les matières. Ces matières-là sont enseignées en français. Mais quand vous prenez par exemple les matières qui sont enseignées en arabe, c'est la langue arabe, l'éducation islamique, la géographie, l'histoire, aussi la philosophie. Ok. Les matières littéraires. Les matières littéraires. Les autres matières là, telles que l'économie, le français aussi, la physique, la chimie, la mathématique, ces matières-là sont enseignées en français. Alors, je pense que M. Keita, il est très bien situé maintenant. Mais moi, avant de parler de ce dîner, de l'excellence, on va un tout petit peu parler de ces écoles franco-arabes. Remarque est faite qu'on n'en a pas beaucoup. Quand on prend surtout dans le domaine public, l'enseignement public franco-arabe, nous n'en avons pas beaucoup. Et quel est votre regard? Nous avons à peu près combien d'écoles franco-arabes en Guinée? Et qu'est-ce que les autorités doivent aujourd'hui faire pour pouvoir construire bien d'autres? Parce que l'enseignement franco-arabe aussi, c'est fondamental et ça relève de l'enseignement général, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, monsieur Koumé. Merci, monsieur Barry, pour cette question. Les écoles de franco-arabe en Guinée, on ne peut pas dire que ces écoles-là égalent à c'est de l'école de l'enseignement en général, mais il y en a aussi des écoles franco-arabes en Guinée. Par exemple, public. D'accord. Public. Par exemple, à Conakry, quand on prend la commune de Matoto, principalement, il y a 19 écoles franco-arabes publiques, c'est-à-dire dans la commune de Matoto. Il y a aussi des lycées et collèges dans la commune de Matoto. Il y a Ibrahima Kamara et le collège Bessia, qui est dirigé par M. Mohamed Lamine Touré. D'ailleurs, le premier de la région de Conakry au BEPC est venu, qui était parmi nous lors du dîner. Mohamed Adi Bangoura, un excellent élève, qui s'est fait remarquer. Et lors des examens, il avait eu un accident, mais ça ne lui a pas empêché d'être premier de la région. Waouh, c'est super ça. Ok, c'est très bien. Maintenant, nous allons revenir au thème. Le dîner qui a été organisé. Mais bien avant cela, nous allons marquer une courte pause pour nous permettre de prendre une petite gorgée d'eau et revenir avec beaucoup plus d'entrain. À tout à l'heure. À tout de suite.
TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer. Mesdames et messieurs, nous revenons de plein pied dans le bureau du prof pour continuer à parler en tout cas des réalités de l'école guinéenne, de l'école de la République. Et pendant ce temps, c'est notre éternel retardataire qui vient de marquer son arrivée. Il ne prend jamais le train à l'heure, hein. Voilà, tout le temps en retard. Il court toujours après le train. Bonjour, Cheikh. Bonjour les professeurs. Embouteillage oblige. Hein? Aujourd'hui, j'ai un témoin, cabinet témoin oculaire et auriculaire. Alors là, il faut prendre des discussions. Voilà. Alors, Monsieur Konaté, je disais tantôt que nous avons... on a suivi quand même ce dîner qui a été organisé du côté d'un réceptif hôtelier qui a regroupé certains cadres du département. Et alors, qu'est-ce qui vous a réellement poussé? Parce qu'il faut le rappeler, c'est la première édition. Hein? Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser un tel dîner en l'honneur des candidats, des élèves qui se sont brillamment illustrés lors des examens nationaux franco-arabes? Merci. Pour cette question, M. Barry. Vous savez, l'enseignement de la langue arabe a marqué notre histoire. Oui. Cependant, avec la pénétration coloniale de notre pays, c'est-à-dire l'enseignement de la langue arabe s'est effacé de la surface et s'est replié un peu, c'est-à-dire par l'imposition de la dirigeante coloniale de cette couche sociale. Finalement, les arabophones se sont relégués au deuxième plan et ne se sentaient plus à l'aise avec les autorités coloniales, et surtout que c'était imposé sur toute personne qui ne s'exprime pas en français, n'est pas intellectuel. Et en effet, cette inégalité sociale et en outre, les élèves de franco-arabe passent les mêmes examens nationaux avec ceux de l'enseignement général. Et comme cette marginalisation a eu lieu, finalement, les acteurs du franco-arabe se sont pensés de créer un syndicat. C'est ce syndicat qui a eu l'idée d'initier, c'est-à-dire une journée pour la célébration de nos élites, pour les mettre en valeur, c'est-à-dire pour montrer à l'opinion nationale que nos élites aussi peuvent participer brièvement au rayonnement de ce pays. C'est ça qui nous a poussé d'organiser ces dîners dans un hôtel du capital. Même si M. Barry ne voulait pas qu'on mentionne le nom de l'hôtel, allez-y. On aura plaisir après, de mentionner. Vous irez payer la facture auprès du service commercial. On est obligé de mentionner parce que l'hôtel était le sponsor spécial, le sponsor spécial de l'événement, qui est l'hôtel Noum. Nous vous disons grand merci pour l'accueil et grand merci pour le sponsoring. Tout ce qu'on peut dire à propos, c'est ça qui nous a poussé. La valorisation de nos élites et la mise, c'est-à-dire pour faire un point, c'est-à-dire sur leur qualité et leur capacité, parce que ils ont tenu un petit discours dans ce lieu et pour confirmer réellement de quoi ils sont capables. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur ces dîners. C'est très bien dit. Moi, en tout cas, ça m'enchante de voir un arabophone ou un arabisant qui a cette facilité de s'exprimer, exprimer ses idées. Hein. Mais avant de venir à Cheikh... Ils ne sont pas arabophones, ils sont franco-arabophones. Mais chez eux, c'est... Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis arabo-arabophone. Non, moi je voudrais, vous savez, ce n'est pas une terminologie. Il y a une question qui devait venir sur polémique. Non, ce n'est pas une question de polémique, s'il vous plaît. Vous savez, pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure de savoir sur les matières enseignées.
En fait, je sens qu'il y a un petit équilibre dans l'enseignement dans le domaine franco-arabe. Certaines matières sont en arabe, d'autres sont en français. Mais on a dit franco-arabe. C'est ce que je dis. Mais pourquoi parfois on a tendance à se pencher beaucoup plus vers, n'est-ce pas, l'arabe. Pourquoi lui-même il vient de dire qu'il est arabo-arabophone. C'est ce que je ne comprends pas, monsieur Konaté. Quand je dis je suis arabo-arabophone, moi particulièrement, j'ai commencé mes études, c'est-à-dire le système qu'on appelle système madrasa. Il n'y avait pas franco-arabe à l'époque. Et il est temps pour moi de dire ça en face publique. J'ai fait l'école d'art hadith de Nongoa à Dangekedu. Après là-bas, je suis venu à Kanka, à l'école d'art Sharia, qui est l'une des grandes écoles à Kanka. Et cette école n'avait pas abrité le système franco-arabe lorsque nous étudions. Mais finalement, avec un de nos jeunes qui s'appelle Minata Khalil Diakité, que j'ai eu la chance de l'encadrer. C'est lui qui a eu une bourse d'études d'aller en Égypte en 2002. C'est lui qui m'a attiré l'attention en m'envoyant une lettre pour dire que c'est-à-dire le diplôme de brevet est très valorisé et très valoré au niveau de l'enseignement, au niveau des universités de l'Égypte. Finalement, moi j'ai pensé et j'ai conseillé mes amis, finalement on aura obligé pour obtenir ces diplômes-là. C'est pourquoi en 2004, c'est-à-dire ça c'était après la terminale en arabe, je me suis retourné pour faire le brevet. Et en 2004, en 2006, j'ai fait aussi le bac 1. Et après 19 ans de cela, j'ai fait cette année le bac. Et je l'ai obtenu. Merci. Félicitations, vraiment. Alors, j'ai été 96e ex-aequo de la République. Wow, c'est bravo. Donc, l'autre question, nous sommes dans l'euphorie de la célébration du mérite. Je ne sais pas si le franco-arabe aussi a été associé à la CENAPSCO parce que la finale se tiendra ce samedi 23 dans un réceptif hôtelier. Est-ce que, mis à part le dîner que vous avez offert à ceux-là qui ont dit, à vos excellents élèves, est-ce qu'ils sont aussi concernés par... Évidemment. Ils sont concernés. Évidemment, ils sont concernés. Donc, cette marginalisation est en train de diminuer petit à petit parce que les autorités n'étaient pas bien informées. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre cette structure syndicale en place pour mieux les informer, pour qu'ils sachent réellement ce qui se passe dans les écoles franco-arabes. C'est bien. Et c'est le lieu de saluer encore une fois Dr Ibrahim Mansaré qui se bat beaucoup. Et je rappelle même que c'est l'un des chroniqueurs de cette émission. Et c'est ça aussi un leader. Il faut parfois te mettre en back-office et donner la possibilité à tes éléments de s'afficher. Oui, Oustaz, moi je vais vous poser une question beaucoup plus précise. À l'intérieur du pays, plus particulièrement vers Massanta et Beila, on a constaté que à travers la politique de mérite organisée depuis 2021-2022, les examens n'ont pas donné fruit. Donc beaucoup de parents ont déscolarisé les enfants pour les envoyer vers les madrasas. C'est-à-dire déscolariser les enfants dans l'école, l'école française, et les envoyer vers des madrasas, vers Massanta et Beila plus précisément. Et c'est général à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème de manque de professeurs ou quoi? Parce que moi je sais qu'à Massanta, je pense à Beila, il y a une école coranique, une école franco-arabe dans la sous-préfecture de Kouankang qui n'a pas d'enseignants. Bon, je crois que la question n'est pas très claire. C'est-à-dire les élèves ont laissé l'école franco-arabe pour aller à l'enseignement général. Non, ce sont les parents. Ce sont les parents qui ont fait sortir les enfants, surtout de la 6e année, qui ont échoué une fois, 2 fois, pour les envoyer vers les madrasas. En laissant le système franco-arabe. Voilà. Qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que vous avez ces informations? Oui, c'est-à-dire par rapport à ça, moi particulièrement, je n'ai pas cette information-là. Sinon que j'ai un ami, Lamine Traoré,
que nous avons fait la même université islamique du Niger, qui est coordinateur du franco-arabe à Beila. Effectivement, Lamine Traoré, qui est coordinateur franco-arabe Beila. Et nous avons fait, c'est-à-dire un plan, et aussi on les a envoyés pour nous fournir la liste des enseignants qui se trouvent en ces lieux pour que nous puissions participer avec nos selles de grains pour appuyer, c'est-à-dire ceux qui sont en place. Mais malheureusement, c'est-à-dire cela n'a pas été fait parce que nos amis pensent que quand on dit syndicat, c'est directement c'est la guerre qui a commencé. Non, et c'est pas comme ça. C'est pourquoi dans ces lieux, il y a eu des éléments qui n'ont pas, au début, qui n'ont pas adhéré à ces idiots-là. C'est pourquoi nous nous battons. J'ai dit ici grand merci à notre secrétaire général au niveau des régions de Zérékouré, M. Oumar Bamba, qui se bat corps et âme pour mieux informer les parents, c'est-à-dire ce qui peut apporter pour le système éducatif franco-arabe. Vous n'êtes pas confronté à des problèmes d'infrastructure? On est très bien confronté aux problèmes d'infrastructure. Ça, c'est vrai, réellement. D'ailleurs, c'est le plaisir pour moi pour dire à ces plateaux, il y a 80 à 85% de ces écoles sont faites par les bailleurs privés, qui construisent des écoles pour mettre au profit de l'État. C'est bien, c'est très bien dit, Monsieur Kounati. Alors moi, on va toujours rester avec ce dîner de l'excellence, la célébration de l'excellence du côté de Noun Hotel, section franco-arabe. Alors, quand on parle de célébration de l'excellence, il ne s'agit pas de venir aussi tenir des discours dithyrambiques pour encenser les uns et les autres. Ces élèves qui ont brillé là, qu'ils ont bénéficié par exemple de quoi et quoi comme récompense, une façon de pousser aussi d'autres à faire comme eux. D'ailleurs, c'est un honneur pour moi que de féliciter ces lauréats, nos élèves qui se sont battus pour avoir cette mérite. Au travers des dîners, c'est-à-dire les trois premiers, je dis les deux premiers ex aequo, plus le premier des sciences instrumentales, que nos partenaires ont eu le courage de leur donner des ordinateurs, aussi des kits scolaires, des manuels, c'est-à-dire pour les encourager à mieux se battre pour aller de l'avant. Et nous leur disons merci aux partenaires. Oui. C'est très bien dit. Oui, monsieur. Il n'aime pas qu'on l'appelle monsieur. Non, pas du tout. Voilà, parlant de kit, est-ce que dans l'enseignement franco-arabe, est-ce que, parce que l'État édite quand même des manuels pour l'enseignement général, qui sont même sur le marché, est-ce que pour le profil franco-arabe, il en est de même, il y a des kits édités par l'État et qui sont disponibles? Au niveau du primaire, s'il n'y en avait pas, mais depuis 2023-24, on a reçu ces manuels-là maintenant au niveau du primaire. Et il y a un groupe qui est, c'est-à-dire, ils ont formé un groupe pour réfléchir à propos pour que nous puissions avoir des manuels réels. Et il est temps pour moi de remercier le ministre Jean-Paul Sedi. Il se bat dans ce sens-là, j'en ai témoin, mais ce travail n'est pas fini parce que le travail de l'État, c'est les processus. Et ces processus-là, des fois, sont très longs. Par exemple, pour l'amendement du programme de franco-arabe au niveau de la langue arabe et éducation islamique, ça a pris 2 ans pour que le programme soit conformisé et soit révisé. Et ça a pris 2 ans de travail pour que ça sorte. C'est l'année dernière que l'application a été effective. Et c'est pourquoi il y a des travaux de fond qui sont en train de se faire et le syndicat aussi est associé. C'est bien dit. Oui, mais aujourd'hui, c'est quoi effectivement la qualité au niveau du profil franco-arabe? Est-ce que vous avez des inspecteurs évidemment chevronnés qui sont à la hauteur? Et du côté des enseignants, évidemment, quelle est aujourd'hui la qualité
Et comment est-ce que vous mesurez cette qualité, monsieur Konaté? Merci, monsieur Keita, merci. Moi, je suis parmi ces inspecteurs-là. Je suis leur aide, je suis formateur, je suis inspecteur à la fois. Et quand vous dites ça, on a des inspecteurs comme M. Aboubakar Silla, c'est des inspecteurs chevronnés qui travaillent, qui est un modèle parce que, c'est-à-dire, aujourd'hui, il maîtrise parfaitement les outils informatiques qui est nécessaire dans la formation d'aujourd'hui. Qu'on a aussi M. Alassane Doumbouya, qui est un grand monsieur qui a fait l'université Al-Azhar et aussi l'université islamique au Niger. On a aussi Dr Abdel Fattah Silla, qui est l'inspecteur au niveau de l'inspection générale de l'éducation. Ils sont beaucoup. Et ils sont aussi pris en compte par l'État parce qu'ils proposent, ils innovent et tout ça est coordonné par M. Nunke Djoubaté, qui est le coordinateur national des Franco-Arabes. C'est très bien dit. Oui, Cheikh, allez-y. Bon, j'aurais aimé vous appeler oustaz, mais une fois j'ai dit ça dans une classe de franco-arabe, certains m'ont dit non, monsieur, moi je ne vais pas être imam ni oustaz, moi je serai diplomate. Donc, quel distinguo faites-vous entre le franco-arabe et l'islam? Parce que souvent les gens pensent que, je vois qu'un chrétien envoie son enfant dans une école franco-arabe. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est lié à l'islam. Est-ce que réellement c'est ça? Quelle est la nuance? Bon, en effet, il n'y a pas une grande distinction entre franco-arabe et l'islam parce que l'arabe même, c'est la langue. Mais l'arabe est une langue. L'arabe est une langue, c'est vrai. Mais l'arabe en Guinée est associé avec l'éducation islamique. C'est-à-dire on apprend la langue arabe pour mieux comprendre l'islam. C'est comme ça. C'est-à-dire tu ne peux pas comprendre quelque chose sans comprendre la langue et la chose là existe. C'est pourquoi pour mieux comprendre l'islam, il faut comprendre la langue arabe. La matière d'éducation islamique prend combien d'heures par exemple? La matière d'heures, oui. Par exemple, au lycée, c'est 6 heures. 6 heures. Et au collège? Au collège, c'est 4 heures. C'est 4. Donc c'est une matière fondamentale. Oui, effectivement. Mais est-ce que pour autant, on peut taxer le profil franco-arabe de profil islamique? Non. C'est sélectif, hein? Bon. C'est relatif. Ça, c'est relatif. Selon le concept, il n'y a pas de problème. Ça, c'est relatif. Oui. Dans vos cours de théologie, est-ce que vous étudiez les autres religions? Cours de théologie? Oui, en terminale. En terminale. Oui. Vous étudiez les autres religions? Les autres religions qu'on appelle communément Al-Fikr et Al-Islami. D'accord. Oui. Il y a aussi la tolérance, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle Fikr al-Islami, c'est-à-dire les idiots de l'islam, c'est-à-dire qui est basé sur les autres religions. Mais si c'est, par exemple, à l'université, on appelle la comparaison des religions en islam, qui est une matière fondamentale de ceux qui se spécialisent en jurisprudence islamique. C'est bien. Alors, Monsieur Konaté, moi j'ai envie de savoir, parce que souvent quand on parle de l'enseignement franco-arabe, il y a beaucoup qui ont tendance à croire que la finalité c'est d'être par exemple un imam, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des débouchés véritables concernant l'enseignement franco-arabe? Mais docteur Ibrahim Massaré en est preuve. C'est-à-dire on ne peut pas aller plus loin que ça. Il y a aussi... Docteur Massaré, il est imam ou quoi? Il est imam, il est cadre, il est aussi quelqu'un qui donne de la valeur pour de cet enseignement franco-arabe. Et aussi on a notre professeur Imran Kaba, qui est l'un des élites des franco-arabes, qui est le doyen de la faculté des sciences humaines. C'est-à-dire, il est professeur agrégé en arabe. Il prépare son doctorat en français en droit, qui est un professeur éminent. Mais est-ce que ce n'est pas marginal, le professeur? Parce que les cas qu'il cite, c'est vrai, docteur Ibrahim Mansari, docteur de l'université de Somphonia et autres, mais si nous prenons par exemple les 100% de ceux qui passent le bac avec le profil franco-arabe, est-ce que la majorité parvient évidemment à se frayer un chemin de la vie professionnelle? Par exemple, dans le domaine de la diplomatie. Moi qui suis devant vous, il y en a plein de diplomates parmi nous. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur un pourcentage, la proportion, quoi qu'elle soit relative, mais nous voulons... Pourcentage, on peut estimer à 20%, parce que l'éducation guinéenne franco-arabe représente plus de 20%. Par exemple, nous
nous avons participé à un concours national que j'ai été deuxième ex-aequo de la République en 2017. Félicitations. C'est-à-dire, oui, il y a une marginalisation d'un côté, mais aussi d'un côté, l'État est en train de fournir un grand effort parce que nous nous battons pour mieux informer l'État. Oui, c'est pourquoi moi, l'État est mal informé. L'État est mal informé. L'État est mal informé. L'État est mal informé parce que il y a de ces cadres qui pensent que quand on dit franco-arabe, c'est directement la mosquée. C'est pas ça. Justement, c'est pas ça. D'où la question de monsieur Cheikh. C'est pas ça. Par exemple, le monsieur qui a défendu la Guinée jusqu'à la Guinée n'a pas été sanctionné. Lorsqu'il y a eu l'événement du 25 septembre, c'est un arabophone qui est, à l'occurrence, M. Sekou Kamara, l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiel en Congo RDC, qui était auprès de la CEDEAO. C'est très bien. C'est à travers ça qu'il a été nommé comme l'ambassadeur plénipotentiel. D'accord. Alors, comme vous le savez, le temps est en train de passer inaperçu. L'émission, elle est interactive. À présent, les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67, le 629 95 67 67 pour une touche contributive ou en tout cas poser des questions à notre cher invité, Monsieur Konaté, qui est le deuxième secrétaire général de l'enseignement du syndicat national de l'enseignement franco-arabe en République de Guinée. Oui, Monsieur Konaté, quand on sait qu'une bonne partie de notre coopération avec les Arabes, les pays arabophones, se fait sur des bases de projets, etc. Quelle est l'implication des cadres qui sortent des écoles franco-arabes dans ces pays? Il est l'honneur pour moi de souligner, on a notre confrère Cheikh Fofana qui a fait le lycée franco-arabe de Mata, qui a initié un projet au niveau du ministère de l'enseignement technique et professionnel, qui a obtenu 25 millions de dollars, c'est-à-dire au profil des franco-arabes. C'est-à-dire il est maintenant membre actif à la CNT. C'est-à-dire nos cadres de franco-arabes, c'est des cadres chevronnés qui peuvent aider l'État à des sens. C'est-à-dire l'État pour le rayonnement de l'élite et aussi pour défendre les projets. Par exemple, on a M. Mara qui a été le chef de projet à l'EMVS. C'est un lauréat de franco-arabe qui a dirigé ce projet. Et aussi, on a notre frère et nos aînés, Adama Berete, qui travaille à la Banque centrale. C'est-à-dire ce que je voulais savoir, on a un auditeur, Monsieur Cheikh. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Mon nom c'est Souma Morlaï, je vous appelle de Dubreka. Ok, monsieur Souma, nous vous écoutons par rapport au thème du jour, ou en tout cas peut-être une question que vous voudriez bien poser à notre invité. Et voilà, pour commencer, je vous dis grand merci. Merci. Le thème que vous abordez, c'est tellement important. Je dis grand merci à votre invité, M. Saïdou Konaté, qui touche des points vraiment essentiels par rapport à l'enseignement franco-arabe en Guinée. Et voilà, pour un peu ajouter à ce qu'il dit, j'aimerais vous dire que l'enseignement franco-arabe représente aujourd'hui tellement des cadres chevronnés, des cadres qui agissent dans l'ombre. Certains ne veulent pas se faire découvrir, mais ils existent, ils sont là à travailler. Par exemple, moi qui vous parle, je suis le fruit de l'enseignement franco-arabe. J'en connais aujourd'hui des promotionnels qui évoluent dans les banques privées, ils sont les directeurs généraux, quelque part, les chefs d'agence, et ainsi de suite. Et même dans l'institution internationale, il y en a pleinement de cadres qui évoluent là-bas, ils sont issus de l'enseignement franco-arabe. D'accord. Et voilà, mais les gens ne savent pas tout ça. Dès qu'on parle de l'enseignement franco-arabe, ils vont penser directement à la mosquée. Ils vont dire que bon, les gens là, ils sont en train de fabriquer les imams. Les imams, justement. Et voilà, un peu de ça, quoi. Oui. C'est pourquoi l'émission là est tellement importante. Merci.
Parce que ça permet aux gens de comprendre réellement ce que représente l'enseignement franco-arabe. Oui. Les institutions d'enseignement franco-arabe en Guinée ont des valeurs. Les maîtres méritent d'être encouragés. Ils forment non seulement les fils et les filles de la République de Guinée, en leur inculquant le savoir nécessaire, suffisant. Mais aussi, il leur éduque aussi sur le plan religieux. Oui. Vous savez, un jeune qui est bien formé, mais il n'a pas de religion, et il peut s'égarer facilement. Mais un jeune qui est bien formé scientifiquement, et puis il est très religieux, est assimilable à un mine d'or. Oui. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais ajouter. Vraiment, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je prie Allah de vous accompagner dans tout ce que vous faites. Amin Arabi. Merci beaucoup, Monsieur Souma. Passez une excellente journée du côté de Dubrika. Alors, vous pouvez aussi appeler le 629 95 67 2 fois pour participer à l'émission. Oui, je voulais que vous me précisiez, quelle est votre représentativité au ministère des Affaires étrangères? Par exemple, au ministère des Affaires étrangères, on ne peut pas donner, c'est-à-dire, une statistique réelle, mais quand même, c'est-à-dire, il y a plusieurs cadres qui évoluent dans ce domaine. Par exemple, on a un nouvel auditeur, c'est un peu le créneau aussi des auditeurs. Allô, bonjour monsieur. Allô, bonjour, c'est M. Souma de Duma Kérosion. Ah, M. Souma, oui, nous vous écoutons. Je veux poser une petite question à votre invité. D'accord, allez-y, M. Souma. Concernant, j'aimerais savoir quel est l'impact négatif des orientalistes sur la religion. Des Orients? L'impact négatif des orientalistes. D'accord. Sur la religion, parce que j'ai suivi une formation au cours de laquelle on m'a dit que il y a des personnes non arabes, non musulmanes qui apprennent beaucoup parce que la langue arabe c'est une science. Tu peux l'apprendre même si tu n'es pas un musulman. Donc il y avait une femme docteur allemande qui est partie dans un pays arabe. Elle a appris très bien la religion. Donc c'est eux qui partent écrire des hadiths. On dit que c'est le prophète qui l'a fait. Et vont dans les pays arabes. Au lieu de conduire les gens dans la lumière, ils mettent les gens dans la ténèbre, quoi. De me faire un peu la précision dessus. D'accord. Ok, je ne sais pas si notre invité a bien compris la question, hein. Mais qu'est-ce que M. Souma appelle orientaliste, hein? Je ne sais pas s'il fait allusion au Proche-Orient ou je sais pas. Ce sont des gens qui ne sont pas musulmans, qui n'ont pas la religion musulmane comme confession, mais qui s'imprègnent de tout ce qu'on doit savoir sur la religion musulmane. Pour pouvoir induire. C'est comme Federbe. Federbe était un Français qui était un général, je pense, mais il maîtrisait très bien la langue arabe. C'est comme René Caillé. Je pense qu'il maîtrise aussi. Donc, mais ils ne sont pas des musulmans. Il veut dire aussi que la langue arabe, c'est une langue de communication, au même titre que le français. Voilà. Oui. Donc, on peut apprendre sans qu'on ne soit forcé. Mais moi, je veux demander quelque chose à M. Konaté. Oui. Dans les écoles primaires franco-arabes qu'on appelle souvent, dans nos quartiers Mahad, il y a, en fait, on force Mahad, d'abord, c'est pas école primaire. Quand on dit Mahad, cela veut dire au lycée. Dans le quartier, quand on désigne une école franco-arabe, on dit Mahad. Souvent, c'est ce que j'entends, quoi. C'est pourquoi je connais pas trop le terme. Mahad, c'est une école qui contient le collège et le lycée. Voilà, donc Markaz, c'est un centre de mémorisation du Coran. Voilà. Dans les écoles, disons primaires franco-arabes, le plus souvent, l'accoutrement des filles, c'est en fait le voile. Le voile non intégral. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc pourquoi oblige-t-on le plus souvent ces jeunes filles à porter le voile non intégral? Non, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. C'est un mode vestimentaire. Comme vous d'ailleurs, c'est un mode vestimentaire. C'est-à-dire, mais nos filles ne peuvent pas sortir comme ça, comme des filles qui n'ont pas d'éducation. C'est-à-dire, le mode vestimentaire, c'est une éducation qu'on implique que les familles. Non, je suis d'accord, mais dans ces écoles, M. Konaté,
dans ces écoles, si vous ne le portez pas, en fait, elles sont sanctionnées. Non. Personne n'est sanctionné qui n'a pas porté voile non intégral ou intégral. Non, moi, d'ailleurs, je suis témoin parce que les examens passés, il y a eu trop de bruit autour de ça, mais les autorités ont accepté que les élèves participent avec leur mode vestimentaire. C'est-à-dire, ça c'est... Non, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais pourquoi dans les écoles franco-arabes, le mode vestimentaire, c'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui recommandez ou bien... Le temps est tellement en train de passer. C'est vous qui recommandez à ces filles de le porter. On va poser une dernière question. Et le temps passe inaperçu là. Monsieur Konaté, ça va être la dernière question. Ce n'est pas en tout cas le dernier rendez-vous avec vous. Quel est l'appel que vous avez à lancer aujourd'hui en 1 minute à l'endroit de l'autorité pour la valorisation de l'enseignement franco-arabe en République de Guinée? Rapidement, merci M. Barry. L'appel que je lance, j'ai dit à l'autorité, c'est-à-dire d'œuvrer comme ils sont en train d'œuvrer maintenant. Parce que maintenant, l'autorité veut s'imprégner à la situation des franco-arabes pour que les cadres des franco-arabes peuvent mieux participer au développement socio-économique et culturel de ce pays. C'est très bien dit. Ça a été encore un réel plaisir de vous servir aujourd'hui au compte dans notre numéro du bureau du prof. On se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine, lundi, avec d'autres informations liées à l'actualité, en tout cas éducative. Merci Monsieur Keita. Merci Monsieur Cheikh. Je sais que tu as encore des réserves, des questions, mais ce n'est que partie remise. Merci à toute l'équipe. Merci à notre invité pour sa brillante intervention. Ici, la présentation, appelez-moi tout simplement Alpha Hassan Barry, El Professeur. Au revoir. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation.